Très bien. Alors, Simon Serverin, je suis professeur à l'Université Sophia à la faculté des langues en études françaises. Et d'abord, je tiens à m'excuser parce que j'avais une obligation à l'université entre 2 heures et 4 heures. Donc, j'ai raté, hélas, 2 heures du labo. Mais je suis content d'avoir pu revenir avec vous pour vous parler, en effet, de la suite d'une certaine façon de la méthode immédiate qui est plutôt pensée, je pense, pour les premières années à la base. Et un de mes soucis quand j'ai commencé à utiliser la méthode, c'était quoi faire en fait avec les niveaux plus avancés. Je dis souvent deuxième année, mais en fait, c'est pas forcément des deuxième années, mais disons A2, voire B1. Voilà. Et il y a aussi quelque chose que je voulais vous dire, parce que tu parlais, Bruno, de l'histoire de la méthode immédiate. Je pense que j'ai été peut-être le seul ici à avoir appris une langue avec la méthode immédiate, parce que quand j'ai appris le japonais à Paris, un de nos deux professeurs de langue utilisait la méthode immédiate en japonais. Et une des raisons pour laquelle j'ai tout de suite été convaincu quand j'ai revu ensuite Bruno à Kobe, c'est que j'avais fait l'expérience de cette méthode. La prof était super, elle était très dynamique, ses cours étaient très intéressants et je sais elle a débloqué beaucoup de choses chez moi où j'avais un rapport je pense, trop intellectuel au japonais, qui était en plus, enfin, qui est une langue très difficile, hein, c'est toujours le cas, mais à l'époque, ça me paraissait presque insurmontable. Et d'un coup, pendant ces cours, on avait l'impression que, en fait, c'était juste des petites briques qu'on pouvait assembler, on pouvait faire des phrases, et on pouvait communiquer, et que même si les phrases qu'on faisait n'étaient pas forcément les phrases qu'aurait fait un natif japonais, ben, au moins on arrivait à dire ce qu'on avait à dire. Et ces cours étaient non seulement très amusants, mais surtout, il nous permettait d'exploiter ce qu'on faisait dans les autres cours. Moi, ça a été vraiment une découverte et je peux vous dire que sur ma promotion, à chaque fois qu'on en parle avec les anciens de cette promotion, tout le monde a beaucoup profité en fait de cette méthode. Donc voilà, donc quand j'ai vu en effet Bruno, pour moi c'était clair que je voulais enseigner ça aux premières années et ça a très bien marché. J'ai même travaillé un peu avec Bruno sur différents projets. Il faut que tu m'autorises à partager l'écran. Ah oui, pardon, ouais. Non, pas de souci. Euh, et j'ai commencé à l'Itsumeka, en fait. Et vraiment, les premières années, il n'y avait pas de souci. On utilisait officiellement un autre manuel, mais en fait, en, en loose day, j'ai envie de dire, j'utilisais la méthode immédiate parce que j'arrivais, c'était Spiral à l'époque, mais je n'arrivais pas avec Spiral. Mais les deuxièmes années, j'étais vraiment frustré en fait des cours. Et cette frustration, ah oui, d'accord. Ok, ok. Est-ce que ça va? Vous arrivez à voir? Ouais. Ça va? Mmh. Cette frustration, en fait, elle venait du fait que je voyais que les étudiants, quand je faisais des choses trop simples, c'est-à-dire trop proches de ce qu'on faisait en première année, en fait, ils s'ennuyaient. Ils en avaient marre, ils voulaient passer à autre chose. Ils avaient fait beaucoup d'efforts en première année pour la grammaire, euh, pour faire les conversations, tu as quel âge, les présentations, tout ça. Ils voulaient passer à autre chose. Et quand l'autre chose, j'essayais de leur faire autre chose, c'est-à-dire d'essayer de leur faire des choses plus créatives, où il y avait plus de liberté dans leur production orale et écrite, notamment ce qu'on pouvait trouver dans les manuels de FLE français. En fait, c'était beaucoup, beaucoup trop dur. Et donc, ils avaient l'envie, je sentais qu'ils avaient l'envie de faire des choses intéressantes, mais en fait, ils n'avaient pas le niveau. Et pour moi, il y avait, au fur et à mesure de mon expérience, j'ai tenté plusieurs choses, etc. J'ai peu à peu, je suis arrivé à cerner un peu ce qui pour moi étaient les trois problèmes qu'avaient ces étudiants en A2 que j'ai mis ici. Bon, la timidité narcissique, j'en parlerai après parce que c'est un peu plus abstrait, mais les deux problèmes qui m'ont paru tout de suite fondamentaux, c'est qu'ils n'avaient pas assez de vocabulaire. Donc, en fait, si on n'a pas de briques pour produire des choses, on ne peut rien produire, c'est aussi bête que ça. Et je me suis rendu compte aussi qu'ils avaient un manque de compétences stratégiques. Donc, qu'est-ce que j'appelle la compétence stratégique? C'est quelque chose, peut-être, parce que ça fait longtemps que j'y pense et que j'en parle. Peut-être qu'il y a des gens qui en ont déjà entendu, mais je vais vraiment résumer très simplement. Le problème, c'est que quand ils essayent de communiquer en français des choses complexes,
ils ont dans la tête ce qu'ils auraient dit en japonais, et ils essayent de le traduire en français. Le souci, c'est que quand vous parlez dans votre propre langue, vous pouvez avoir une formulation qui est désordonnée. Et ce n'est pas grave parce que comme vous êtes un très bon locuteur, vous allez réussir à vous rattraper, entre guillemets. Donc, l'exemple que je donne souvent, c'est que voilà, quand vous parlez avec des deuxième années, vous leur demandez quel est votre film préféré. Ils vont tous pouvoir dire « j'aime Harry Potter ». Ils l'ont appris en première année, il n'y a pas de problème. Et quand vous leur demandez quelle est l'histoire d'Harry Potter, mon expérience, c'est qu'en fait, les étudiants sont complètement bloqués. C'est-à-dire qu'ils ont dans la tête, bon là j'ai donné un exemple en japonais, en français, d'une explication qui aurait été celle qu'ils auraient donnée en japonais. Ils se rendent compte qu'ils seront incapables de le dire en français et en fait, ils renoncent. Alors, soit ils basculent en japonais, soit ils disent que c'est trop dur, soit pour les plus audacieux, ils essayent, mais ça aboutit sur rien. Donc, cette compétence stratégique, j'ai décidé d'essayer de l'enseigner en classe. Et pour moi, ça tourne autour de 2 points principaux. C'est quand vous parlez dans une langue étrangère, donc pour eux, quand ils parlent en français, il faut leur apprendre à devenir synthétique, c'est-à-dire à organiser, à hiérarchiser leur discours pour qu'il soit clair. Donc ça, c'est un exemple que je donne de hiérarchie, de synthétisation, si vous voulez, sur Harry Potter. Voilà, il faut essayer de réorganiser les choses de façon logique, claire et précise. Le problème de la synthèse, là, vous le voyez très bien, c'est qu'elle est beaucoup trop complexe. C'est pour ça qu'en fait, la synthèse ne suffit pas. La synthèse va de pair avec un autre mouvement qui est, à mon avis, encore plus difficile pour les élèves, pour les étudiants, c'est la simplification. C'est-à-dire que même organisé, en fait, quand vous voulez expliquer de façon juste le film Harry Potter, vous vous rendrez vite compte que c'est compliqué, il y a beaucoup de mots que vous ne connaissez pas, qu'en plus, c'est même difficile à improviser comme ça lors d'une conversation orale. Et donc, il faut aussi apprendre à simplifier ce que vous voulez dire. Moi, c'est quelque chose que je fais tout le temps en japonais. Déjà, quand je parle en japonais, j'essaye d'être bien organisé dans ce que je vais dire, beaucoup plus qu'en français. Et quand je sais que je vais devoir parler de choses qui sont un peu compliquées, avec notamment un vocabulaire que je ne connais pas très bien, je vais essayer de simplifier pour me rapprocher le plus possible de ce que j'aimerais dire, mais dont je n'ai pas forcément les compétences. Et en fait, c'est assez difficile pour les étudiants, à la fois d'apprendre à organiser ce qu'ils veulent dire et aussi apprendre à simplifier, notamment parce que les étudiants ont un peu du mal à faire ce que j'appelle le deuil de l'énoncé parfait, c'est-à-dire de renoncer à ce qu'ils auraient aimé dire, en fait, d'une certaine façon. Et l'autre chose, c'est que ça demande une intelligence stratégique, un peu comme un jeu. Parfois, il faut expliquer les choses dans la langue étrangère d'une façon différente que vous l'auriez fait dans votre propre langue. Ça demande de réfléchir, en fait. Donc, j'ai commencé à réfléchir à des exercices pour leur faire comprendre, en fait, ça, pour qu'ils ressentent qu'en fait, pareil, dans une langue étrangère, c'est utiliser des mots qu'on connaît et d'essayer de les organiser de la façon la plus simple possible pour faire passer un message. D'accord, donc c'était le sens de ces petits mots dans le désordre. Voilà, vous avez votre vocabulaire et vous arrivez à l'organiser à peu près pour pouvoir faire passer votre message. Et c'est, à mon avis, la compétence essentielle en fait, à acquérir lorsque vous parlez une langue étrangère. Si vous êtes capable de faire ça, en fait, vous serez capable de parler de n'importe quoi. Mais ça s'apprend. Et voilà, donc c'est comme ça que je le résume, c'est communiquer dans une langue étrangère, c'est transmettre un message avec les limites du vocabulaire et de la syntaxe qu'on connaît. Et en fait, c'est assez fort, je pense, dans le sens où il faut accepter aussi que lorsque vous parlez en français et que vous n'êtes pas un locuteur natif, vous ne parlerez pas aussi bien qu'un Français. Et du coup, ça vous demande d'autres stratégies, une autre façon de réfléchir à la langue. Et souvent, quand on apprend le français, on lit des textes, des conversations, par exemple, de personnes qui discutent, qui parlent dans un français naturel, courant, etc. Je pense que c'est une erreur, en fait, de vouloir l'imiter.
Parce qu'en fait, ce n'est pas vraiment possible. C'est possible quand vous devenez très, très bon dans la langue. Mais au début, il vaut mieux essayer de se concentrer en fait sur des formulations simples, faciles à réutiliser, faciles à imiter, même si ce n'est pas forcément celles qu'aurait utilisé un natif. Donc, je vais vous donner… J'ai fait un truc trop long, hein, ne vous inquiétez pas. Donc, tous ces éléments de réflexion, j'ai commencé à les utiliser en cours maintenant, ça doit faire presque 10 ans. Petit à petit, je les ai fait mûrir avec différents types d'exercices que j'ai mis en place. Et là, en ce moment, avec Bruno Bagneux, on est en train de travailler sur Moi-Je Communication A2, donc pour les deuxièmes années, qui sont basés en fait sur ces cours et sur ces exercices. Et j'aimerais vous montrer en fait, et vous faire d'ailleurs aussi, un exercice concret qui représente bien en fait cette façon de penser. Donc là, c'est la troisième leçon sur laquelle on est arrivé. Donc la troisième leçon, ça veut dire que c'est une des toutes premières leçons. Les deux premières sont faites parce que bon, c'est un cours qui est pensé pour des gens qui ont déjà fait du français. Les deux premiers sont faits pour se présenter, reprendre l'alphabet, reprendre les chiffres, faire des révisions en fait du français. Et la première chose qu'on va faire de véritablement nouveau, c'est le premier exercice qui ouvre cette idée d'apprendre à communiquer en français, on pourrait dire, et qui est d'apprendre à expliquer en fait d'apprendre à expliquer des mots en fait. Alors pourquoi apprendre à expliquer des mots? Parce que je veux qu'ils apprennent lorsqu'ils conversent lorsqu'il y a un mot qu'ils ne connaissent pas, plutôt que de chercher dans le dictionnaire, ou plutôt, parce que finalement, ça revient un peu à la même chose, de me donner le mot en japonais et de me demander la traduction, je veux qu'ils apprennent à m'expliquer le mot qu'ils cherchent. Moi, c'est quelque chose que je fais souvent avec eux en cours. Ils ont l'habitude, parce que mon japonais est loin d'être parfait. Quand il y a un mot en japonais que je cherche, je leur explique le mot que je cherche et c'est eux qui me le donnent. Moi, je veux qu'ils apprennent à faire ça pour qu'ils apprennent à ne pas arrêter la conversation systématiquement et se mettre dans le dictionnaire. Donc, dans cette leçon, si vous voulez, bon, il y a une boîte de structure et je leur donne une formulation simple pour apprendre à expliquer les mots qu'ils cherchent. Donc, la structure, c'est un mot de catégorie. Ensuite, les pronoms relatifs, Kankeida et Meishi, j'ai plus l'habitude de lire en japonais maintenant qu'en français, c'est horrible. Et essayer de donner une caractéristique, voire plusieurs caractéristiques sur la catégorie, enfin sur le mot de catégorie que vous avez donné, qui va permettre à l'interlocuteur de deviner de quoi vous voulez parler. Donc, la phrase que je donne en exemple, vous la voyez ici. Par exemple, qu'est-ce que c'est un kangourou? C'est un animal, donc ça, c'est la catégorie. Australien, petit adjectif pour essayer de préciser de quoi je parle, qui saute très loin. Animal australien qui saute, tout de suite, vous pensez à kangourou. Donc, l'idée, ce n'est pas vraiment de définir de façon dictionnaire, bien sûr. L'idée, c'est d'arriver à évoquer très vite chez l'autre, donc chez votre interlocuteur francophone, d'essayer d'évoquer chez lui une image en fait de ce que vous cherchez pour qu'il puisse vous l'enseigner. Donc, dans cette leçon, l'activité principale que je vais faire avec eux, c'est que je vais, donc il y a enfin ici, il y en a un qui est, bon, c'est parce que c'est un manuel, mais disons en tout cas 6 mots qui vont devoir travailler par groupe pour essayer comme ça de donner, donc pas vraiment une définition, mais plutôt une explication de ce mot qui va permettre de le faire comprendre. Donc, j'ai fait travailler par groupe et ensuite on corrige ensemble. Et j'aimerais bien, si c'est possible, si ça ne vous dérange pas trop, qu'on fasse un peu l'expérience. Alors, j'ai demandé à Bruno Jacta s'il pouvait me faire des groupes français et japonais. Pour les Français qui participeront, bien sûr, il s'agira juste peut-être d'écouter, de voir comment ça interagit. Et je sais par ailleurs que pour les professeurs japonais, vous parlez trop bien français pour que ce soit un souci, mais j'aimerais juste quand même que vous essayiez de le faire quand même, juste pour voilà, vous mettre un peu dans la peau d'un élève et de voir un peu comment on peut interagir pour essayer en groupe
de trouver la définition la plus simple et la plus rapide possible de ces différents objets. J'attire votre attention sur un point important, sur le fait que le dictionnaire est interdit. Donc, dans le manuel et dans mes cours, de façon générale, j'interdis très régulièrement le dictionnaire et c'est une activité typiquement dans laquelle j'interdis le dictionnaire. Et la raison à ça, c'est par rapport à la question du manque de vocabulaire que j'avais évoqué au début. C'est qu'en fait, le dictionnaire pose plein de problèmes pour les apprenants. Mais pour moi, le principal, c'est qu'il rend très paresseux, en fait. C'est-à-dire que le problème du dictionnaire, c'est que les étudiants, lorsque vous leur demandez une production écrite ou orale, s'ils savent qu'ils ont le dictionnaire, ils ne vont pas chercher à mémoriser les mots. Ils vont juste, ils vont continuer à se dire qu'est-ce que j'aurais dit en japonais et après chercher dans le dictionnaire en fait les mots qui vont leur permettre de dire ce qu'ils voulaient dire. Pour moi, parler dans une langue étrangère, comme je vous l'ai dit au début, c'est apprendre à utiliser les mots qu'on connaît déjà pour transmettre un message. Donc, pas de dictionnaire, ça veut dire, par exemple, pour les sandales, il ne s'agit pas de savoir quelle est la meilleure définition possible, il s'agit de savoir avec les mots que vous connaissez déjà, comment vous pouvez l'expliquer. Et c'est là où ça devient ludique, en fait. C'est comme un jeu, parce qu'il faut réfléchir et parfois on trouve des moyens détournés, en fait, d'expliquer les choses, pas parce que c'est la meilleure façon, mais juste parce qu'en fait, on ne sait pas comment dire autrement. Et l'autre effet très important, c'est qu'à l'issue de cet exercice, le fait de l'avoir fait sans dictionnaire, ils comprennent que le vocabulaire, c'est des armes qu'ils vont pouvoir utiliser pendant tous les cours et que s'ils ne font pas l'effort de le mémoriser, eh ben, ils vont se retrouver désarmés en fait pour les exercices puisqu'ils n'auront pas de dictionnaire et ça récompense en fait les étudiants qui font l'effort de mémoriser des mots. Voilà. Donc, je vous propose de faire ces petits exercices. Je ne sais pas, Bruno, combien tu verrais de groupes? Alors, on a 4 groupes. On va dire le groupe 1, Sandal, le groupe 2, Umeboshi, le groupe 3, Tanuki, et le groupe 4, Sento. Ça va? Les chiffres sont un peu balabala, mais je pense que ce sera mieux. Donc, réfléchissez entre vous et essayez de produire. C'est ce que j'explique à mes étudiants. Donc, il ne s'agit pas que chacun fasse une phrase, il s'agit de faire une phrase tous ensemble, d'échanger, de discuter. Et donc, si c'était des étudiants, ils écrivent une seule phrase en fait commune. Enfin, chacun écrit la même phrase dans son manuel. Et ensuite, on corrige ensemble au tableau. Et c'est ce qu'on va faire après, même si voilà. Alors, j'espère que ça a fonctionné correctement. Je sais que c'est un peu artificiel, hein, on s'en est bien rendu compte d'ailleurs dans notre groupe. Je vais vous montrer tout de suite, je vais mettre dans le chat la phrase que nous, on a trouvée sur les umeboshi, qui est… Bruno l'avait déjà mise, qui est en fait beaucoup trop compliquée par rapport à ce que feraient vraiment des étudiants. Mais ça reste un mécanisme intellectuel, à mon avis, qui est intéressant, quel que soit son niveau de langue, en fait, j'ai envie de dire. Bruno a mis, ce sont des petites prunes japonaises avec du vinaigre, ou ce sont des petites prunes japonaises salées. Pour les umeboshi, c'est des choses qui reviennent souvent. Et donc, ce que je fais, c'est que pourquoi on corrige, en fait, tous ensemble? Je leur demande donc à chaque groupe. Et normalement, chaque groupe fait toutes les phrases, en fait. Et donc, quand on corrige, on se rend compte qu'ils ont fait des propositions différentes. Donc, il y a deux choses. Il y a une correction grammaticale. Alors, les erreurs les plus fréquentes, c'est sur les pronoms relatifs. C'est pour ça que dans le manuel, j'ai mis en fait des explications sur les pronoms relatifs parce que c'est l'occasion de le réviser. Et quelque chose de très important, c'est l'utilisation de « on ». Parce que souvent, ce que font les groupes, c'est qu'ils vont dire « par exemple, c'est des prunes japonaises que je mange avec le riz. » Ou que vous mangez avec du riz. Et ils n'ont pas le réflexe d'utiliser « on » pour désigner les Japonais ou les gens en général. Certaines personnes utilisent les gens d'ailleurs, et je leur dis que c'est tout à fait correct, hein, que les gens mangent ou que les Japonais mangent, mais c'est l'occasion de parler du « on » et d'une utilisation qui est très importante en fait, et auquel les étudiants ne pensent pas. Donc, il y a des corrections grammaticales.
mais c'est aussi le moment où on voit toutes les variations, en fait, de dire « Ah, il y a plein de façons de dire, et finalement, tout est correct ». Et puis, je leur donne aussi quand même un peu de vocabulaire en disant, bah voilà, peut-être que vous cherchiez salé et que vous ne savez pas dire. Ben voilà, maintenant, je vous le donne. Ben, il faut vous en rappeler parce que salé, c'est super important quand vous parlez de nourriture. Donc voilà, juste pour les petites explications, est-ce que peut-être le groupe 2, non, le groupe 1, pardon, qui était sur les sandales, est-ce que vous pouvez écrire dans le chat ou nous donner à l'oral la phrase que vous avez, à laquelle vous avez pensé? Alors, voilà, nous sommes arrivés à la phrase « Ce sont des chaussures ouvertes que l'on porte en été ». Génial. On est bon? Quand il fait chaud, souvent, et parfois, je me souviens d'un groupe qui avait dit à la plage, parce qu'ils ne savaient pas dire quand il fait chaud en été, mais ils avaient appris la plage dans un autre cours. Et ouvert, généralement, ils ne le savent pas, mais je leur donne systématiquement, parce que ouvert et ensuite fermé, en fait, c'est deux mots très importants. Et vous remarquerez que je suis très astucieux parce qu'après sandales, il y a guetta. Et du coup, naturellement, ils vont réutiliser ensuite dans le deuxième, en fait, ce que je leur ai déjà donné pour ceux qui sont les plus malins. Donc, très bonne phrase. Merci beaucoup. Alors, on a eu un petit problème quand même au départ parce que certaines personnes ont dit « Oui, mais nous, on a un mot français, alors que les autres ont des mots japonais ». Oui, je reviendrai. Enfin, oui, en fait, l'idée des mots japonais, c'est de leur apprendre, de leur dire voilà, vous ne pouvez pas trouver, c'est ce que je leur dis après, vous ne pouvez pas trouver guetta dans un dictionnaire, vous ne pouvez pas trouver bento, vous ne pouvez pas trouver meboshi, en fait. Il va falloir que vous expliquiez les mots parce qu'il n'y a pas vraiment de traduction. Donc, c'est pour ça que c'est un exercice que je trouve intéressant. Mais je commence par sandales parce que mon but, ce n'est pas non plus de leur apprendre à expliquer les mots japonais, en fait. Donc, voilà, sandales, c'est après kangourou qui est donné en exemple. Pour moi, c'est de leur montrer qu'il s'agit de trouver des mots français, internationaux, que vous ne savez pas dire en français. Mais c'est vrai que tous les autres sont japonais. Vous avez tout à fait raison. Et d'ailleurs, un animal très japonais, le tanuki, peut-être le groupe 3. J'ai mis aussi dans la chat. Superbe. Oui, mais c'était. Alors, on a trouvé. C'est un petit animal japonais, brun et noir, qui ressemble à un chien et qui habite à la campagne. Magnifique. Franchement, c'est assez proche de ce que font les… Bon, la phrase serait plus courte parce qu'il y a des choses qu'ils n'ont pas, qui ressemblent et dans le manuel, dans la boîte de structure. Donc ça, je pense qu'ils le réutilisent. C'est un petit animal japonais, marron, brun, je crois peut-être que marron est plus courant pour eux, qui ressemble à un chien, à un ours, à un renard. J'ai tout eu avec tous les animaux qui peuvent exister. Je pense que personne ne sait vraiment à quoi ressemble un tanuki, c'est assez étrange. Mais c'est très, très bien, très, très bien, exactement. Et peut-être 4, le Sento, le groupe 4. Ah, dans le chat aussi. Alors nous, on a fait une phrase vraiment très très simple. Donc c'est un lieu traditionnel où les Japonais aiment se laver. Super, vraiment, ça aussi, c'est très proche de ce que font les étudiants. Lieu, on le donne justement, traditionnel, c'est important. Ouais, non, c'est super. Souvent, ils ont un souci avec « ou ». Voilà, où ils font souvent beaucoup de fautes. Donc, ça fait partie des choses qu'on est amené à corriger. Je leur apprends souvent ici le mot « public » aussi. C'est un bain public. Je trouve que « public », c'est un mot assez utile aussi. Donc, c'est vrai que le fait de faire la correction, je pense que c'est vraiment intéressant de leur montrer la variété. Et puis, de commencer à leur donner du vocabulaire. Moi, je suis très attentif à leur donner du vocabulaire qui est utile. Je leur dis à chaque fois qu'en fait, il y a trop de mots, ils ne peuvent pas se souvenir de tout. Donc, il faut qu'ils choisissent les mots dont ils se souviennent. Et cette leçon, c'est l'occasion d'insister sur l'importance justement d'apprendre les mots de catégorie. C'est-à-dire, avant d'apprendre moustique, abeille ou je ne sais quoi, déjà un insecte. Parce qu'à partir d'insectes, on peut expliquer l'abeille ou le moustique. C'est plus difficile d'expliquer une abeille à partir d'un moustique, si vous voyez ce que je veux dire. Et ça paraît évident, mais souvent, en fait, ils n'en ont pas conscience. Donc là sur le manuel, on a toute une liste de mots de catégorie. Et je leur dis, voilà, dorénavant, dans les sons, quand vous voyez ce genre de mots, il faut en priorité que vous vous souveniez de ces mots-là. Et un mot comme un lieu, par exemple, c'est un mot souvent qu'ils ignorent, alors qu'en fait, c'est un mot extrêmement important pour pouvoir communiquer en langue étrangère. Voilà.
Super. Écoutez, merci d'avoir joué le jeu, hein. Je sais que c'est un peu artificiel, mais franchement, ça a fonctionné très bien. Donc, bon, ça, c'est un peu dans le cadre du manuel, je vais passer un peu vite, mais c'est des petits dialogues qui reprennent un peu les mêmes idées avec des exercices d'écoute. Mais il y a quelque chose qui est important pour moi et que je voulais traiter dans la deuxième partie, mais je vais aller super vite parce que je me rends compte que j'ai plus trop de temps. Mais c'est que, donc, quand je vous dis qu'il manque de compétences stratégiques, en fait, dans le manuel, pour chaque leçon, en fait, pour aller plus loin, dont le nom va changer parce que ça ne va pas très bien. Mais l'idée de cette partie, c'est justement de leur apprendre des stratégies de communication. Donc là, oula, le titre n'est pas le bon. Bon, c'est pas grave. Il y a des petites erreurs. C'est encore un prototype. Ne vous inquiétez pas. Vous voyez cette petite BD. En fait, elle montre aux étudiants plutôt en fait comment la compétence qu'ils ont acquise dans le cours va leur être utile en fait dans leur conversation. Donc l'exemple que j'ai donné, voilà, donc un Japonais qui parle avec un Français. Hier, je suis allé à et la personne ne connaît pas le mot piscine. Comment on dit déjà un endroit pour nager dans les villes? Une piscine. Ah, c'est ça, je suis allé à la piscine, c'est super. Et pour moi, cette interaction-là, c'est le centre, en fait, c'est l'interaction principale de la conversation. Et ce que je leur dis à chaque fois, et je pense que ça, c'est très important qu'ils le comprennent, c'est quelle est la différence en fait entre cette communication et je vais dans le dictionnaire pour aller chercher le mot piscine, c'est que la conversation n'est pas interrompue. Et quand vous prenez un dictionnaire pour chercher le mot piscine, vous dites stop, vous cherchez et vous continuez. Et en fait, ce n'est pas amusant pour l'interlocuteur. Alors que quand vous avez une interaction de ce type-là, le natif, pour lui, c'est ludique. Moi, je sais que je le fais beaucoup en japonais et je n'ai jamais eu l'impression que ça dérangeait les gens. Je le fais même dans des colloques sur des histoires assez complexes. En plein exposé, je m'arrête et je dis « excusez-moi, je cherche un mot ». Et l'assistance, ça ne les ennuie pas. En fait, c'est amusant et ça rend la conversation ludique. Et c'est une autre chose sur laquelle dont je voulais vous parler, mais je vais vraiment aller vite, mais qui, à mon avis, est très, très importante et que j'essaye de travailler dans ce manuel. Excusez-moi, je saute un petit peu. Oui, juste pour vous dire, en passant, que là, c'est juste un exemple d'exercice, mais ensuite, dans le manuel et dans mes cours, en fait, il y a toute une série d'exercices de ce type-là, dont le but est de leur apprendre à organiser et à simplifier ce qu'ils veulent dire. Et je tourne beaucoup autour de description. Parce que l'avantage de la description, c'est qu'elle est objective. Donc, on ne peut pas tricher. Si vous devez décrire un tableau, décrire une pièce, vous êtes obligé d'être précis dans ce que vous dites. Alors que si vous faites une conversation plus ouverte, en fait, quand il y a quelque chose que vous n'arrivez pas à expliquer, vous pouvez juste ne pas en parler. Donc, je fais beaucoup d'exercices de description. Si ça vous intéresse, vous verrez dans le manuel ou dans je veux dire, n'hésitez pas à me contacter si ça vous intéresse. Mais bon, il y a beaucoup d'exercices de description. Mais le deuxième point dont je voulais parler, c'est lié à la question de ce que j'appelle la timidité narcissique des étudiants. C'est qu'en fait, les étudiants ont un autre blocage, en fait. C'est-à-dire, je me suis rendu compte que les étudiants de deuxième année, il n'y avait pas qu'un problème de compétences stratégiques dans la langue. L'autre souci qu'ils ont, c'est que en fait, ils font trop attention au regard des autres. C'est-à-dire que dans la classe, il y a une dynamique où ils ont l'impression d'être surveillés par les autres et le langage, pour eux, ce n'est pas juste donner une information, c'est aussi, lorsqu'ils s'expriment en français, ils vont être jugés par moi, par les autres élèves, et c'est quelque chose qui est très stressant pour eux. Et quand j'ai réalisé ça, je me suis rendu compte qu'il fallait apprendre aux étudiants, j'essaie de revenir en arrière, excusez-moi, c'est pas grave, pas seulement à parler en français, mais à avoir une conversation en français. Qu'est-ce que j'entends par là ? Je reviens à mon exemple sur la différence entre utiliser le dictionnaire pour le mot piscine et interagir avec quelqu'un.
pourquoi c'est important d'expliquer le mot piscine à l'oral? C'est qu'en fait, quand vous vous retrouvez à parler avec un Français, par exemple, vous êtes en France, vous êtes en échange, c'est pas comme dans un cours, la personne n'est pas payée pour parler avec vous, et ça veut dire qu'il faut que votre conversation soit intéressante. Et j'essaye d'expliquer ça aux étudiants et de leur montrer comment rendre leur conversation intéressante. Ce que je leur explique, c'est qu'une conversation intéressante, ce n'est pas forcément dire des choses incroyables, c'est juste rendre ludique la conversation avec l'autre. Et pour moi, ne pas utiliser le dictionnaire et expliquer les mots à l'autre, c'est une façon de transformer sa faiblesse en français en force. Parce que d'un coup, pour le français, parler avec un Japonais qui ne parle pas très bien français, ça devient un exercice ludique, amusant. Et du coup, la personne va vouloir continuer à converser. Et donc, dans le manuel et dans mes cours, je parle du manuel, mais en fait, c'est lié à mes cours. Après chaque leçon de compétences, j'ai une leçon de conversation. Donc, ici, par exemple, vous avez un thème sur donc, tu es d'où, parler de sa région natale. Bon, c'est vraiment un exercice très, très classique. Et donc, c'est une conversation qui est classique, mais qui est intéressante parce que les étudiants seront amenés à parler du Japon. Lorsqu'ils iront en France, lorsqu'ils interagissent avec des Français, les Français vont leur poser des questions sur le Japon. Donc, il faut qu'ils apprennent à parler du Japon. Et l'exemple de la région, c'est simple. En fait, je leur demande, quand ils parlent de leur région, de parler d'un endroit à visiter, d'une spécialité culinaire et surtout d'apprendre à expliquer. Et donc, dans cette leçon de conversation, il va y avoir un exercice qui ressemble un petit peu à ce qu'on vient de faire, où ils vont devoir apprendre à présenter en fait des lieux célèbres du Japon et des spécialités culinaires japonaises. Alors là, dans l'exercice, c'est moi qui décide des mots, mais ça, c'est juste un modèle. Une fois qu'ils auront fait ça, ils vont s'inspirer de ça pour expliquer les objets, les lieux à visiter, les monuments et les nourritures de leur région. Et je pense que ça, c'est très important parce que justement, pour moi, c'est un des problèmes qu'ils ont, c'est qu'ils sont capables de dire que dans leur qu'à Kyoto, il y a les kyo-yasai, par exemple, ou qu'il y a les… je ne me souviens plus comment ça s'appelle, les trucs à la cannelle. Décris-le. Ouais, les trucs à la cannelle, je ne peux pas mieux te décrire, qui ressemblent à une petite tuile. Là. Yatsuhashi. Ah, voilà, c'est ça, Yatsuhashi, c'est ça. Merci beaucoup. Ils sont capables de le dire, mais ils ne sont pas forcément capables de l'expliquer. Et en plus, c'est intéressant parce que vous vous rendez compte quand, par exemple, Himeji-jo, ou ici en haut, vous voyez des exemples que j'ai donnés comme le Kiyomizu-dera. En fait, il y a des spécificités au japonais qui sont importantes. Par exemple, la différence entre la tour Eiffel et la tour de Tokyo, ou la tour de Kyoto. Pourquoi la tour Eiffel? C'est le nom de la tour. Pourquoi la tour de Kyoto? C'est l'endroit où se trouve la tour. Alors qu'en japonais, dans les deux cas, en fait, ce sera la même chose. Donc, je leur donne ces petits outils pour que dans la partie, ici, lorsqu'ils vont écrire leurs réponses, ils puissent être préparés. Il y a un passage écrit, et après le passage écrit, il y a une conversation. Donc, la grande activité, ça ressemble un peu à l'enquête qu'on fait en MC1 dans Moi Je Communication 1. Mais il y a quand même une différence, c'est que là, je quitte un peu le modèle de l'enquête pour faire des conversations à 4. Et donc, ils doivent parler à 4. Pourquoi à 4? Parce que mon expérience, je ne veux pas qu'ils se retrouvent à faire comme en première année, question-réponse, qui est le modèle de Moi Je Communication 1 et qui se justifie. Moi, c'est ce que je fais en première année, je n'ai pas de problème avec ça. Mais en deuxième année, je veux qu'ils sortent de ce modèle de je lis les questions qui sont sur le manuel et je lis mes réponses. Je veux qu'à 4, en fait, ils puissent avoir une discussion sur ce thème et interagir entre eux. C'est pour ça que vous voyez ici des questions complémentaires, par exemple, qui sont d'autres questions qu'ils peuvent poser sur le thème. Et c'est assez dur, je ne vous le cache pas, mais ça marche très bien. Simplement, il faut bien les préparer, en fait. Et il faut accepter que ça va se faire petit à petit. Mais très vite, en fait, ils arrivent à tenir des conversations sur le sujet de la leçon de conversation du jour, donc c'est une semaine sur 2, de façon libre,
rajouter des petits commentaires parce qu'ils sont préparés. Et dans chaque manuel, justement, il y a un pour aller plus loin qui parle un peu de ça. Donc, par exemple, ici, dans cette leçon, le point qui me paraît très important pour eux de comprendre, c'est qu'ils vont être amenés à parler du Japon avec des Français et qui donc, il faut qu'ils se cultivent un petit peu aussi sur le Japon. Hein, parce que souvent, quand j'en parle avec eux, ils ne savent pas, par exemple, quelle est la différence entre le udon, le soba et les ramen, par exemple. Alors qu'en fait, bah voilà, le udon, bah, c'est des pâtes sans œufs. Le soba, bah, dedans, il y a du sobako ou du sarrasin. Et en fait, ne pas savoir ça, ce n'est pas trop gênant quand vous vivez au Japon, mais quand vous rencontrez des étrangers qui s'intéressent à votre culture, c'est dommage en fait, parce que c'est l'occasion de parler de choses qui vont les intéresser. Donc, vous voyez, dans les leçons, en fait, ce que j'essaye de mettre en place, c'est des commentaires presque plus que culturels, de stratégie en fait de conversation. Pas seulement pour parler mieux, mais aussi pour arriver à intéresser en fait les Français avec lesquels ils vont être amenés à parler. Donc, c'était beaucoup trop long. Je vais m'arrêter ici. Si vous avez des questions ou quoi que ce soit, n'hésitez pas, même après l'intervention de Bruno. Merci beaucoup de vous être prêté au jeu du petit exercice et merci pour votre attention. Merci Simon. Est-ce que tu peux arrêter le partage d'écran, s'il te plaît? Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Merci, merci. C'est vraiment très intéressant, très puissant comme approche. Et puis, ça, bon, enfin, bah, merci. J'ai une petite chose à préciser, moi, c'est que ça m'a paru, moi qui ai également enseigné en première année, deuxième année, et qui ai essayé de faire la méthode immédiate, la suite en deuxième année, je me suis aperçu aussi que ça manquait de souffle un petit peu. Ça manquait, il y avait plus l'étincelle qui était là en première année, effectivement. Ça se passait pas mal, mais ça se passait pas hyper bien. Donc, quand tu m'as parlé de cette approche, c'était waouh, oui, ça me paraît être une évidence a posteriori maintenant. Et j'ai aussi eu beaucoup de fois, on en a pas mal parlé, une hésitation sur le niveau des étudiants. Parce que moi, j'ai toujours enseigné à des étudiants basiques, c'est-à-dire plutôt bons, mais qui prennent le français une fois par semaine, 2 fois par semaine en première année, peut-être 1 fois par semaine en deuxième année. Donc, ils reviennent entre la première et la deuxième année, ils vont passer le permis, ils vont faire d'autres choses, de découvrir la vie. Et ils reviennent, ils ont un peu oublié, quoi. Et donc, est-ce qu'ils sont capables de faire ce genre de choses? Est-ce qu'il n'y a pas un gouffre, en fait, entre les deux? Et alors, je résume notre dialogue parce qu'on n'a plus beaucoup de temps, effectivement. Mais donc, Simon, il a essayé cette approche dans des universités de niveaux différents, dont une université d'un niveau vraiment très, très moyen, on va dire. Ouais. Et ce que tu m'as dit, en fait, c'est que ça marchait de manière ça marchait aussi bien qu'en fait, comme la méthode immédiate première année. C'est vraiment intéressant. Ça marche dans tous les contextes, mais avec des modulations, avec des choses ça se passe un petit peu différemment. Donc, dans les classes très, très basiques, ce serait plutôt quelque chose qu'on va faire les activités à l'écrit et on va simplement les lire et puis avoir une petite flexibilité comme ça, mais on aura déjà découvert l'approche. Alors que dans des classes de niveau plus élevé, comme à Sofia par exemple, ou dans un cours intensif, ou etc., avec des spécialistes, ils vont faire ce travail à l'écrit, ils vont le faire à l'oral, ils vont travailler l'oral, et là, on arrive vraiment à quelque chose de très précieux, quoi. Ce qui est intéressant pour moi, c'est que la logique fonctionne avec des modalités différentes. Mais je pense que c'est très flexible parce qu'en fait, il s'agit de faire produire des choses aux étudiants, en fait, que ce soit dans les leçons de compétences où là, par exemple, voilà, ils vont faire des phrases, ou dans les leçons de conversation où ils vont préparer et ensuite échanger entre eux. C'est eux qui produisent. Donc, la qualité de la production, elle va dépendre de leur niveau. Là, sur l'exercice qu'on a fait ensemble, ben, on a bien vu, comme on a de très bons locuteurs de français, les phrases étaient excellentes. Mais ça reste intéressant. Moi, j'ai une classe vraiment d'excellent niveau à Sofia, une seule, avec des faux débutants. Il y en a qui sont quasiment, qui sont vraiment d'excellents francophones, B2, voire certains qui sont à C1. Et en fait, je fais des exercices similaires et je me rends compte que c'est super important pour eux.
Ouais, aussi, ouais. Parce que ça change leur approche, en fait. Et Ouais. après, ce qui fait la richesse du cours, c'est que on discute des propositions qu'ils ont. Puis voilà, souvent, ils ont des choses qui sortent un peu de l'ordinaire, mais du coup, c'est intéressant. Et puis, ils font des fautes aussi de base. Même sur le « on », par exemple, même des gens qui sont vraiment très, très bons, ils n'y pensent pas forcément d'eux-mêmes de dire « Ah, c'est un animal qu'on voit ». Ils vont utiliser « nous », par exemple. Je leur dis « non, nous, ça ne va pas ici ». Et à l'inverse, c'est vrai que sur les classes de petit niveau, moi, j'ai un commentaire, c'est que mon expérience, quand une classe est difficile, qu'ils ont vraiment un mauvais niveau, mais surtout qu'ils ne sont pas motivés, plus vous faites des choses faciles et plus ils vont s'ennuyer. Si vous essayez de leur faire des choses qui sont un peu ludiques, qui sont intéressantes, en fait, ils vont faire des efforts à minima parce que voilà, le français, ce n'est pas leur truc et tout, mais ils vont se rendre compte que voilà, c'est rigolo. Et du coup, ils vont faire des efforts. Moi, c'est mon expérience, quelle que soit la méthode, j'ai envie de dire, qu'il ne faut pas trop prémâcher les choses, même sur les classes de petit niveau. Tout à fait. Ouais, c'est vraiment intéressant parce qu'il y a un déclic qui se passe. Ce n'est pas seulement linguistique, c'est aussi vraiment cognitif. Et puis, en première année, le déclic, c'est différent. Le déclic, c'est de dire avoir une conversation dans une langue étrangère, c'est possible. Ça ne m'est jamais arrivé de ma vie, mais en fait, c'est possible. Et puis, apprendre une langue, on peut l'apprendre dans une perspective d'assimiler les choses qu'on n'avait jamais eu. En fait, c'était toujours l'accumulation enfin, je ne veux pas trop critiquer en bloc, mais quand même, en gros, c'est ça, quoi. Donc, il y a vraiment un déclic cognitif qui se passe en plus de tout ce qui se passe au niveau linguistique, là. Et là, c'est un autre déclic qui est fondamental, en fait, aussi. Très bien. Merci beaucoup. Bravo.